Je pense à ma génération là, à l'entrée de ce top de la décennie. Je suis en train de me dire que quand même, je fais partie d'une génération qui a enfin pu connaître 10 ans de cinéma. Voir une vraie évolution en pleine conscience, parce qu'avant on était beaucoup plus jeunes dans les années 2000 au tout début. On n'avait pas forcément pris conscience que le cinéma ça pouvait être un art avant d'être un divertissement. Et là, on a vu le cinéma réellement évoluer sur 10 années et gagner en puissance au fur et à mesure. Franchement, cette décennie cinématographique est la première que je peux couvrir en pleine conscience de ce que le cinéma a pu m'apporter. Je peux donc le dire, pour moi, elle aura toujours, lorsque j'y repenserai, une symbolique particulière. La sensation d'avoir vu et compris que le cinéma pouvait évoluer, pouvait prendre une forme folle, ambitieuse, complètement hallucinante de maîtrise et surtout personnelle pour un auteur ou un spectateur. Ce que je retiendrai avant tout de ces 10 dernières années, c'est l'impression d'avoir vu naître des génies du cinéma, des auteurs comprenant à quel point le temps peut avoir de l'impact sur une œuvre, et cherchant surtout le plus possible à révolutionner le 7e art en construisant des longs métrages dantesques, ambitieux, démesurés, cinéphiles, bref, tout ce qui me touche personnellement et me fait de l'effet lorsque je rentre dans une salle de cinéma. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici donc pour moi les 5 films que je garderai en mémoire en repensant aux années 2010. Voici donc le numéro 5 pour commencer. Un graphisme, ça fait beaucoup de choses au sein d'une œuvre de cinéma. Combiné à une esthétique parfaite, cela donne quelque chose de grandiose. Et vous rajoutez par-dessus un petit peu de féerie et de poésie, ça donne tout simplement une œuvre qui marque profondément le spectateur, comme moi. Wes Anderson nous a offert beaucoup de belles choses ces 10 dernières années, mais pour moi, il a atteint son sommet avec ce charmant et délicieux moment de poésie verbeuse et graphique qui est sa plus grande fresque historique et humaine au cœur d'un petit hôtel pittoresque et charmant. C'est fou, mais de bout en bout de métrage, j'étais constamment en train de me dire que bien au-delà de simplement faire une belle œuvre de cinéma, Anderson était en train de construire une œuvre tout simplement immortelle. Un immense moment de cinéma féerique et poétique qui donnerait lieu à tout un paquet de copies et qui influencerait de manière profonde et délicate tout un paquet de cinéphiles, de spectateurs et de futurs cinéastes qui chercheraient immanquablement à le copier ou à lui rendre hommage. Pour moi, si Wes Anderson était reconnu avant ce long métrage, par le biais de ses prix ou de ses précédents films, ce long métrage a fait de lui une légende. Un peu comme c'est le cas sur le 4e film de ce classement, qui lui a clairement fait de son réalisateur non seulement un réalisateur culte, mais également un génie. Si la puissance d'une esthétique et d'un graphisme est importante, créer des personnages, un univers et des dialogues qui vont avec, ça l'est encore plus. Et franchement, si ce moment de cinéma est aussi grandiose, c'est grâce à ça. D'un point de vue visuel et formel, il s'agit d'une œuvre fantastique et rare. Une œuvre technologiquement magnifique et surtout extrêmement simple, mais ample dans sa construction sensorielle et dramatique, parvenant à faire de ce moment d'humanisme et de satire un immense pamphlet moderne sur la puissance de l'image numérique au cœur de la création de l'idéalisation de l'image internet. Aaron Sorkin et David Fincher ont réussi à créer bien plus qu'une grande fresque sur la création de Facebook ou les rapports humains qui ont développé cette entreprise. Ils ont cherché à développer une œuvre où la puissance d'un dialogue et d'une scène se combine à la simplicité et la justesse d'un montage comprenant totalement l'impact qu'il va avoir sur le spectateur par la suite, pour développer un sentiment profond et rare dans l'esprit de celui-ci, au fil d'une œuvre parfaite de bout en bout. Bien plus qu'un chef-d'œuvre, c'est un objet de maîtrise absolument fascinant et rare dans son genre. Un peu comme c'est le cas du numéro 3, mais dans un tout autre registre. Une œuvre pop extrêmement moderne, belle, logique, poétique, sexuelle, tout ce que vous voulez, et qui étrangement est ancrée dans une pure filiation de cinéma qu'on a vu auparavant. Si beaucoup garderont de cette décennie le 5e film du réalisateur québécois, pour moi, c'est dès son 3e long métrage qu'il a su totalement maîtriser et transcender son style pour nous offrir une œuvre complètement déjantée, magnifiquement maîtrisée et surtout royalement portée par un Melville Poupeau juste hallucinant de justesse. S'il est indéniable que pour beaucoup, Laurence Anyways est un film dont ressort encore énormément de maladresse dans le style de Xavier Dolan,
il est également évident qu'au cœur même de la mise en scène, du montage, de la puissance dramatique de cette œuvre, réside toute l'énergie et la justesse d'un fantastique moment de cinéma totalement dominé par un jeune auteur qui ne cessera presque jamais par la suite de nous surprendre et qui réussit à le faire ici de manière brillante par le biais d'un long métrage de cinéma rare, envoûtant, percutant et génialement magnifique. Et qui est à l'opposé complet du deuxième long métrage de ce classement, qui lui pour le coup est une vraie proposition à la fois de divertissement, de création, de pur 7e art. Si on a pu considérer au début des années 2010 que le cinéma d'action américain avait un peu perdu de sa superbe, vous savez quoi? C'est un Australien qui l'a complètement transcendé et qui lui a redonné son blason. Car il est sûr et certain que George Miller est un génie qui comprend mieux que quiconque à quel point une mise en scène justement dosée, parfaitement maîtrisée, brillamment dirigée et surtout orchestrée sans la moindre fausse note, peut donner lieu à un divertissement d'action qui ne semble vouloir jamais s'arrêter, non pas par peur d'ennuyer le spectateur, mais simplement pour ne pas perdre son fil créatif. George Miller n'a pas simplement souhaité une nouvelle fois maîtriser le cinéma d'action, parce que dans sa tête, il voulait le révolutionner. Porté par une 3D supplimant les perspectives, construisant une montée en crescendo de l'action, porté avec brio par deux acteurs principaux d'exception et des acteurs secondaires tout simplement parfaits de bout en bout, il est sûr qu'une chose était claire dans la tête de George Miller lorsqu'il a conçu cette réinterprétation de son propre mythe. Il fallait que cela soit aussi légendaire que le cinéma, aussi révolutionnaire que son histoire, et aussi parfait que pourrait l'être l'aurore, se levant au matin d'un jour nouveau pour le cinéma qui ne serait plus jamais le même. Il y a eu Mad Max Fury Road, et il y a eu le numéro 1, un long métrage que je n'ai jamais cessé de regarder depuis sa sortie, que j'ai vu, je crois, 10 fois au cinéma, et je ne sais combien de fois chez moi, et qui continue de me fasciner, même sur un tout petit écran, tellement je trouve que c'est un objet de maîtrise absolument rare. Voici donc le numéro 1 pour moi de la décennie 2010. Pour moi, il y a eu un avant et un après Gravity. Pour beaucoup, je pense, c'est la poésie et le lyrisme de Interstellar qui les a marqués. Pour moi, c'est Gravity, parce que j'ai vu le cinéma d'un œil très différent dès le jour où je suis sorti de la salle. Œuvre démesurée à la hauteur de son pitch de base, aussi simple en soi, mais purement et simplement symbolique. Alfonso Cuarón ne s'est pas simplement contenté d'offrir au 7e art un immense, un grandiose, un intense et profond moment d'immersion au cœur de l'espace, mais a surtout réussi à mettre en forme une essence et une puissance de création audiovisuelle qui m'a totalement subjugué et qui encore aujourd'hui me transporte à chaque instant où je regarde cet immense morceau de cinéma. Bien plus que simplement s'imposer comme un grand moment de bravoure et un génial moment de maîtrise cinématographique, c'est surtout une œuvre monumentale et un chef-d'œuvre intemporel. Visuellement parfaite, révolutionnant en partie la prise de vue en motion capture et en incrustation, démontrant toute la puissance de l'esthétique du cinéaste mexicain par le biais du plan séquence, c'est une œuvre folle. Sensorielle et immersive au possible, elle a pour moi su totalement maîtriser l'immersion d'une 3D totalement folle et démentielle qui n'avait pas connu un aussi grand impact depuis Avatar. Portée, qui plus est, par une actrice trop longtemps considérée comme de seconde zone qui impose une prestation parfaite, pour moi, Gravity n'est pas simplement un chef-d'œuvre. C'est la confirmation que le cinéma est un instant suspendu dans le temps où l'on peut créer un rêve ou un cauchemar ici qui devient réel le temps d'une œuvre de 7e art. C'est un film qui n'a cessé de diviser depuis qu'il est sorti. Certains le trouvant génial, d'autres le trouvant vide de sens. Pour moi, c'est juste une œuvre qui comprend le cinéma, c'est une œuvre totale, c'est une œuvre maîtrisée, grandiose, puissante, et c'est surtout une œuvre que l'on va retenir dans les années 2010 pour une raison. C'est que la technologie et le cinéma se sont mis au service d'une seule chose, de l'immersion totale. Et vous alors, c'est quoi les films que vous allez garder dans votre poche, dans votre téléphone, dans votre DVD Tech ou au cinéma des années 2010 ? Comme on l'a fait avec tous les classements, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vais regarder ça tranquillement, je pense qu'on aura des petits débats et peut-être même que vous allez me rappeler des films que j'avais complètement zappés et que j'aurais presque envie de greffer dans Stop, ça se trouve. Et d'ici là, on se retrouve pour continuer cette semaine de top, bien évidemment.